Oh oui, quel beau thème. C'est Guy Nadon qui joue. Ben voyons! Ah, qui est là? Godefroy Lorando, salut! Salut Fred! Hélène Faradji! Salut! Alors, épisode 2, on est tous ensemble réunis. C'est la première fois que ça arrive depuis la saison 2, je pense. Écoute, ça fait tellement longtemps. Quand j'ai remballé mon kit d'enregistrement, mon micro et tout, j'ai eu un petit... J'ai comme une insécurité de laisser partir mon micro, mais en fait, c'est comme si je perdais mon moyen de faire de la radio, comme si je pouvais en faire juste chez nous. Ouais. Imaginez comment on est rendu fou. Ouais. On est revenu à la normale. Ah non, mais là, il était temps. Et la balado va s'en voir bonifier. Oui. Et je pense que le fait qu'on soit pas vacciné joue pas vraiment. C'est pas un problème, n'est-ce pas? Je penserais pas. J'ai un peu ouvert la fenêtre. OK. Ah, ben ça va me semble aller. suffisant, mais j'ai un petit peu froid. Est-ce qu'on pourrait la fermer? Je vais la fermer. Étonnamment, Godefroy, il y a 2 fenêtres au sous-sol et j'en ai ouvert juste une. Ah! Ben, c'est un peu comme dans les écoles l'année passée. Ça me semble suffisant. Mais non, on est vaccinés. Oui, on est très vaccinés et on est très contents d'être ensemble. Alors, nous, on va commencer l'épisode. Et tantôt, il va y avoir Claude Lévesque qui va venir nous parler de son livre British Blues. Je me fais un peu plaisir. Le livre est sorti il y a quelques mois. C'est sur le Brexit. Et Claude Lévesque, qui est ancien journaliste au Devoir, est allé en Angleterre quelques fois. Et moi, j'aime beaucoup l'Angleterre. J'aime beaucoup la France, Hélène, mais c'est pas pareil. Puis, bravo. Effectivement, belle observation. Cela dit, vous l'avez quitté, il y a des raisons. Vous tenez quelque chose. C'est vrai aussi. Vous tenez quelque chose. Oui. Ceci dit, tiens, je vais faire une première recommandation parce que cet été, j'ai découvert mon auteur préféré. Et c'est un auteur anglais qui s'appelle Jonathan Coe. Oui. Et qui a fait plusieurs romans. Et le plus récent, c'est Billy Wilder et moi, mais celui juste avant, c'est une saga familiale qui commence dans les années 70 et qui finit avec le Brexit. Et comment le Brexit a influencé la vie des Londoniens en particulier. C'est génial. Avec beaucoup d'humour, est-ce que je me trompe? Oui, mais de l'humour anglais, quoi. Oui, voilà. Spécial. Mais moi, évidemment, c'est la musique en premier lieu qui m'a attiré vers la Grande-Bretagne et particulièrement l'Angleterre. Et je suis allé en voyage et ça a été marquant. Moi, Londres, là, j'ai eu un coup de foudre. Alors, quand j'ai vu ce livre-là de Claude Lévesque, j'ai envie de parler à quelqu'un qui partage cet amour de l'Angleterre. Et dans l'actualité, évidemment, on le sait, il y a des manifs, il y a des gros problèmes en Angleterre, entre autres avec les approvisionnements. Alors, je trouvais que c'était d'autant plus d'actualité de parler à Claude Lévesque. Mais là, avant de commencer avec les chroniques, on va parler un peu de la campagne de financement. Je sais que j'ai pas eu le temps de régler l'infolette. Je vais faire une histoire courte, mais il y a un logiciel qui envoie des infolettes. Il y a une base de données. Il y a du ménage à faire. J'ai pas eu le temps parce que j'ai une rentrée complètement folle, mais je veux le dire aux gens qui m'écrivent. Ils vont me dire « Hey, j'ai pas reçu l'infolette. » C'est normal. Cela dit, la campagne va assez bien. Je vous l'avais dit, c'est 80 000 l'objectif cette année. On est à 41 déjà. Wow. Oui, on est à 41 32 000 quelques... Est-ce que c'est ce qu'on voit, Fred, si on va sur le fred.com? Oui, mais là, il y a un petit problème. FredSavard.com. Ouais, il y a un petit problème. Fred.com, c'est autre chose. Il y a un petit problème. Il ne comptabilise pas automatiquement les dons. Alors, quand il y a un nouveau don qui rentre, il met un montant loufoque. Okay. Et moi, il faut que je le mette manuel. Mais là, j'ai écrit à Pascal. Pascal, qui nous écoute sûrement, il est au courant. Alors, il va régler ça. Fait que oui, des fois, on y va, puis il y a 3 d'objectifs. Mais dans les faits... Moi, j'étais déjà content. J'ai dit 3 000 déjà, ça vient de commencer. Non, en fait, on est à combien? On est à 31 000. Bougez pas, je vais ouvrir mon petit fichier. Merci les copains. Que je fais. Et les copines. Et les copines, que je fais manuellement. 32 420 et 96. Donc 41 On n'a même pas poussé ça fort. Non. Alors, j'ai confiance. Évidemment, vu que la balado a pris une certaine pause, parce qu'il y a eu des épisodes cet été, entre autres, Godefroy, vous en avez fait un. Hélène, vous deviez en faire un, mais j'ai choqué. pas réécrit. Voilà. Non, mais attends, c'est l'été. Vous avez choisi... Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait. D'accord. OK. Oui. Bon. Allez-y donc. On commence à être là? Oui. Vous savez ce qui m'est arrivé cet été? J'ai attrapé quelque chose. Oh. Ouais. J'ai attrapé la fatigue COVID. Ah oui? Ouais. Est-ce qu'on la COVID longue? Non. OK. Ben non, j'ai pas attrapé la COVID. OK. J'ai attrapé cette espèce de sentiment général de... François Pérusse, il disait « ça me le dit pas ». Ah oui, L'état je comprends. ça me le dit pas. Ouais, j'ai vécu ça, moi, 2 fois. C'est ça qui s'est passé cet été. Mais moi aussi, j'ai vécu ça. C'est pour ça que j'ai fait faire les épisodes par d'autres personnes. Moi, ça m'est arrivé. Ça n'allait pas être moi. C'est parfait. De l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 26 ans, j'étais à peu près là-dedans. C'était la fatigue adolescente. C'était pas la fatigue COVID, ça. C'est autre quelque chose. Mais tout ça pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas rafraîchi leur application de balado, alors n'ont pas les nouveaux épisodes, sont pas au courant qu'on est en campagne de financement, puis ils se disent « Hey, j'ai donc hâte de redonner ma participation financière pour ce projet que j'aime tant. » Alors, on va vous solliciter, vous allez recevoir une infolette, ne vous inquiétez pas. J'avais promis aussi aux donateurs d'avoir des infolettes dédiées
J'ai pas eu le temps de les faire parce que je suis en train de... D'ailleurs, on est en train de filmer. Je suis en train de faire encore des tests, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller rondement très, très bientôt. Cela dit, il y a des épisodes, de bons épisodes bien denses, et aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec vous, Hélène, parce que cet été, il y a des gens qui m'ont écrit « Fred, j'aime beaucoup quand tu commences tes épisodes avec la culture. Il y a une forme de statement là-dedans, que la culture est importante. Et effectivement, c'est important. Alors, Hélène Faradji, on vous écoute! Ah, formidable, merci. C'est vrai que c'est important, la culture, puis surtout, ça permet de parler de tout. Oui. Puis, je suis obligée de revenir à ce que je viens de vous dire, cette histoire de fatigue COVID, parce que ça a nourri mes réflexions. Forcément, depuis cet été, c'est ça, une espèce d'état de j'en ai marre, je suis tannée, tout me pèse. Et chez moi, ça a pris une forme assez particulière parce que je pense que je suis devenue misanthrope. Ah! Ouais. Bravo. Ouais. J'aime les autres en théorie, de façon abstraite, mais l'idée de me coltiner des groupes, des foules, j'en peux plus. Je me dis un gros bof parce que je me dis, dans l'eau, dans cette foule, va forcément y avoir des partisans de la gauche efficace, des anti-vax, des moi d'abord, des gens qui... Vous avez vu ça? Des gens qui sont allés taguer des mots antisémites sur 9 cabanes à Auschwitz. Ah oui. On est en pleine COVID. On a d'autres choses à faire, à gérer que l'antisémitisme. Même en pas COVID, on a d'autres choses à faire. Oui, mais là, on dirait que ça vient me tanner, puis j'ai plus la patience. J'ai plus la patience pour ça. Et cette espèce d'état qui m'a habité tout l'été, ça nourrit mes réflexions culturelles. Je suis beaucoup retournée au théâtre. Oui. Particulièrement. Et je me suis dit, attends, moi, il faut que je montre patte blanche vaccinale avant d'entrer dans les salles. Mais eux, sur scène, non. Oh, OK, c'est un peu étrange. Puis, par-dessus ça, l'affaire Guillaume Lemaitre-Vierge est venue jeter de l'huile sur mon feu. Et je me suis dit, première chronique, première grosse réflexion. Oui. Est-ce que les artistes ont une responsabilité? On va se plonger là-dedans. Attention, responsabilité, c'est pas la même chose que engagé. Les artistes doivent-ils être engagés? C'est autre chose. Oui, parce qu'ils vont partir en courant si vous êtes Oui, ça, puis engagé. on en a des artistes engagés. Oui. Ça va de Nicolas Ciccone jusqu'à Richard Desjardins. Oui. Le choix est vaste. Le spectre est large. D'ailleurs, vous avez vu Nicolas Ciccone qui a fait sa chanson sur les GAFA? Oui. Il y a eu quelqu'un a fait une parodie sur Facebook. Ariel Charret. Ouais. Et quoi, il a changé aucun mot? Non, et Nicolas Ciccone l'a dénoncé à Facebook. Je trouve ça magique. En même temps, on est à l'époque où les gens sont beaucoup blessés. Oui, puis ils sont pas très logiques dans leurs idées non plus. Mais bon, l'engagement, de toute façon, c'est plus très à la mode, cette histoire d'artistes engagés. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez regardé Les Gémeaux récemment, la soirée des Gémeaux. Oh non, pas vraiment. Non, vous ne l'avez pas regardé. Désolé, c'est pas très grave. Je ne pense pas que ça dérangera les Gémeaux que vous ne l'ayez pas regardé. Non. Mais on était la veille des élections fédérales. Oui. Quand même, ce n'était pas le sujet le plus excitant du monde, mais c'était quand même l'occasion de parler de vision d'avenir, de collectif, de société. Puis sur scène, non, rien. Ça a été merci pour mon trophée, merci Dieu, mon agent, mes enfants, et à la maison. C'était un petit peu spécial, mais bref, c'est pas le sujet, l'engagement. Et même l'animatrice n'a pas parlé? Personne. On a juste dit on est très triste d'avoir vécu tout ça ensemble, mais heureusement, la télé va nous sauver. Oui. Engagement, on oublie ça, on parle responsabilité. Et c'est pas aussi facile que ça en a l'air, cette question de les artistes ont-ils une responsabilité? Parce qu'il y a plein de sous-questions. Oui. Et ça commence par la première, c'est quoi un artiste, d'abord? Très bonne question. En fait, c'est même réducteur de se poser la question, est-ce que les artistes ont une responsabilité? Parce que ça concerne toute personne qui a accès à l'espace public, à l'espace médiatique, en fait. Oui, tout à fait. Toutes ces personnes-là, nous, même autour de ce micro-là, on en a une responsabilité, forcément. Sauf que moins on a accès à cet espace, plus c'est facile d'être responsable. Si vous êtes une personne qui agit dans l'espace public, mais que votre accès à cet espace-là est restreint, vous engagez votre responsabilité, oui, mais l'écho, la résonance de tout ça, elle est forcément moindre. Si vous êtes un animateur de radio communautaire, le bon vieux Louis-Paul Favrala, on se rappelle de lui, j'ai beaucoup écouté François Pérusse pour me soigner ma fatigue Covid, vous pouvez quand même relativement dire ce que vous voulez. Oui. Relativement. Ce sera toujours moins important que quand un Paul Arcand prend son micro. Évidemment. Mais c'est plus pervers que ça encore. Parce que si vous êtes un artiste minoritaire, un artiste par exemple de la diversité, là ça devient inversé. Parce qu'on s'attend à ce que vous preniez la responsabilité
de ne parler publiquement que de votre origine, de votre diversité, de ce qui concerne la communauté dont vous êtes issu. Par exemple, si vous êtes arabe, vous avez la responsabilité, quand vous vous exprimez publiquement, de donner une image de toute la communauté. Et à ce titre... Mais ça, Hélène, j'ouvre une parenthèse, c'est pas un peu une espèce d'effet pervers de la racialisation actuelle où on met tout le monde selon leur identité? Probablement, Je sais pas, là, mais... Probablement, mais c'est surtout qu'on ne conçoit pas qu'un artiste de la diversité puisse faire autre chose que de parler de sa diversité. Ça, c'est un peu un problème en soi, me semble-t-il, pour faire avancer les choses. Sur cette question très spécifique de l'origine des artistes, je vais vous inviter à aller voir la série Sans rendez-vous, qui est sur Tout TV Extra en ce moment, la petite série sexue avec Magali Lépine-Blondeau. Puis, observez bien le personnage joué par Rachid Badouri. Oui, je l'ai vu, Hélène, et j'ai pensé à vous. Je me suis dit, je pense qu'elle va en parler. Oh, Hélène n'était pas contente. Non, mais je vais vous laisser regarder. Oui. Hein, mais effectivement, et on se demande pourquoi Rachid, qui a quand même une personnalité, n'a pas fait... Hey, ça marche pas, je pense. Stop, parce que quand on est décrit comme un personnage maghrébin et que nos seules références à nos origines, c'est mon père est polygame et j'ai un faux accent gros comme le bras, c'est un petit peu réducteur, mais bon, ça ne reste que mon avis. Et l'autrice est issue de la diversité, ça aussi c'est étonnant. Voilà, c'est un petit peu spécial. Oui, mais ça donne le goût. Oui, ça donne le goût. Oui. Mais c'est sexu et c'est drôle. Voilà. Bref, donc là on a parlé des artistes ou des personnalités qui prennent l'espace public de façon minoritaire. Mais il y a évidemment ce qu'on peut appeler les artistes machines, les grosses vedettes populaires. Est-ce qu'elles ont une responsabilité? Mon cœur de naïve idéaliste a envie de répondre oui, bien sûr, parce que c'est un privilège d'avoir accès à l'espace public et ça vient avec forcément une responsabilité d'être un genre de guide vers le beau, le bon, etc. Mais non. Ça, c'est juste dans mes rêves, même s'il faut dire qu'il y a certaines personnalités qui le font. On pense ce qu'on veut de l'automéno de Véronique Cloutier, où elle s'intéressait à la question de la ménopause qui est très, très peu traitée par les médias. Elle s'est sentie une responsabilité pour le bien commun de faire cette série-là et d'en parler. Après, cela dit, Hélène, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ne soyons pas naïfs, elle parlait à une clientèle qui achète ses magazines. Et éventuellement, il y a une possibilité d'annonceurs de ces éventuels produits-là qui vont trouver une place aussi. Parce qu'elle pourrait aussi se prononcer sur d'autres enjeux. Elle animait un gala, vous l'avez dit tantôt, avec des enjeux quand même importants de culture. Et il y a ça c'était silence radio. Cela dit, oui, elle parle de sujets qui sont... Ce sujet-là en particulier... Voilà. Elle aurait pu continuer à ne faire que du divertissement. Elle a décidé d'orienter sa série vers une question plus collective, en tout cas. Même si ça concerne surtout les femmes. Pas ricocher les hommes. Mais dans la vraie vie, au-delà de ces cas particuliers, l'artiste de catégorie A... il n'en a pas de responsabilité. Ou en tout cas, s'il en a une, souvent il l'abdique. Et souvent... la seule responsabilité qu'il a, c'est envers sa propre image de marque et des marques qu'il représente. Voilà. Guillaume Lemay-Thivierge, on y arrive évidemment. Est-ce que parce que c'est une vedette, il aurait dû montrer le droit chemin, il aurait dû ne pas être ce bébé gâté qui met tout le monde en danger parce que lui veut attendre son vaccin qui n'existe pas, parce que lui veut aller au restaurant sans suivre les mêmes règles que tout le monde, parce qu'il est donc spécial? Je peux en penser ce que je veux. La vraie réponse honnête, c'est non. Il fait ce qu'il veut et il en paye les conséquences, bien sûr. Il perd plusieurs contrats, son image de marque et tout est corné. Et là, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, allez, on va écouter le début de la bande-annonce de Nitro Rush. C'est les 13 premières secondes. Et si c'est pas prémonitoire, je ne sais pas ce que c'est. Il y a 8 ans, j'ai tout perdu. La femme que j'aime, mon rôle de père, puis ma liberté. C'est magique, non? C'est malade. Mais c'est extraordinaire. Bref, si je suis honnête, pour moi, savoir que Guillaume Lemay-Thivierge, il était d'une production, c'était déjà pas garant de mon désir. Là, c'est devenu encore plus probant. Je veux plus rien savoir. Et vous remarquez qu'il y a un transfert de responsabilité. Parce que si c'est la sienne, c'est surtout la mienne de continuer ou non
à soutenir le travail de cet artiste-là. Ouais. Et si on garde cette idée que l'artiste, lui, n'a pas de responsabilité sauf envers lui-même, mais que moi, spectatrice, consommatrice, commanditaire même, j'en ai une, oui. On va se pencher 2 minutes sur le cas d'un film qui a beaucoup fait parler de lui. Au moment de sa présentation au Festival de Cannes en juillet dernier, le film était montré hors compétition. Il s'appelle Bac Nord. C'est le 2e film réalisé par Cédric Jiménez, qui est un Marseillais. C'est sur Netflix en ce moment. Donc vous pouvez le voir, mais je vais engager ma responsabilité et vous dire ne le regardez pas parce que ça va faire augmenter ses clics et donner l'impression que c'est un hit alors que c'est un flop. C'est un film qui se balade le nez dans la bouse du début à la fin, mais il faut qu'on en parle parce que ça touche spécifiquement cette question de la responsabilité. Donc, quand je m'y suis intéressée en juillet dernier, c'est parce qu'il y avait eu la conférence de presse du film. Alors, vous savez, les films sont présentés à Cannes. Oui. Ensuite de ça, on installe les vedettes en randonnion et les journalistes, ils vont de questions d'une sagacité souvent terrifiante. Comment vous avez fait pour tourner ça? Qu'est-ce que vous mangez pour être en forme pareille? Comment vous avez fait pour devenir policier? Je ne sais pas. C'est oh là là. En tout cas, bref, c'est d'une débilité souvent ces conférences de presse, mais je les regarde parce que ça m'amuse beaucoup. Mais oui, c'est votre travail. C'est mon travail, effectivement. Mais je vois comment font mes collègues. Ça me rassure toujours un peu. Mais bref, dans ce film, Gilles Lelouch, qui est l'acteur principal, et 2 de ses collègues sont donc des policiers. Et ils sont basés à Marseille, dans la BAC, qui est la brigade anti-criminalité, qui opère principalement dans les quartiers nord. Les quartiers nord, c'est des quartiers très difficiles à Marseille. Et c'est ce qu'on appelle les zones de non-droit, c'est-à-dire des zones où même la police ne va plus tellement il y a de violence, etc. Sauf ces policiers dans le film, parce qu'évidemment, ce sont des cow-boys, des virils, des héros. Vous sentez un petit peu le vent du film. Hein. Oui. Et dans cette conférence de presse, donc très relax, tout va bien. Et tout à coup, un journaliste irlandais se lève et dit ça. Bonjour, je m'appelle Fikra Gibbons de l'AFP en anglais. Tout d'abord, en fait, félicitations, c'est un super film, très, très, très fort. Mais il y a juste une chose qui m'a gêné un peu. Donc, on est dans une année d'élection. Et moi, j'ai vu ça de l'œil d'un étranger un peu. Et je me dis, ah oui, moi, peut-être je vais me voter Le Pen après ça, quoi. Parce que, voilà. Parce que les cités, les gens dans les cités... Oh, c'est un peu non, alors ouais, le gens dans les cités... Moi, je viens d'une cité en Irlande. Ça démarre fort. Moi, je viens d'une cité en Irlande. Voilà. Attendez, laissez monsieur finir. Non, allez-y, finissez, monsieur. Ouais, donc il se lève et il dit, moi, votre film, il me donne envie de voter Le Pen. Ah ouais. Il me donne envie de voter pour l'extrême droite. Et il n'a pas tort. C'est aussi pour ça que je vous dis que c'est un film... le nez dans la bouse, parce qu'en gros, ce que ça nous dit, c'est que la violence dans les cités, la situation terrible que vivent plusieurs personnes qui vivent dans ces conditions de vie atroces, c'est surtout difficile pour les policiers, quoi. Ouais. Hein, c'est surtout terrible pour eux. Ouais. Puis en plus, ils ne sont pas soutenus par leur direction. C'est difficile de devoir aller scoltiner les voyous. Bref. On retrouve notre question de la responsabilité et peut-être même encore plus large que ça, parce que ce qui est en jeu, c'est la fonction de l'art dans nos vies, dans nos quotidiens. Si on considère que l'art, c'est un pur divertissement, il n'y a pas de responsabilité. Il y a le film ou l'œuvre d'art n'a pas à dire quoi que ce soit. Mais si on considère que le film, même le plus bâtard, dit quelque chose sur le monde dans lequel on vit, ce qu'il dit est quand même chargé. Parce que ce que tu dis t'engage et a une portée immense, surtout quand ça se déguise sous la forme d'un genre hyper populaire comme le film d'action, ce qu'est Bac Nord. Et il faut toujours se rappeler ça. Plus le film est gros, plus il tend vers le blockbuster, plus ce qu'il dit est essentiel à comprendre et à critiquer, parce que la portée va être immense, va être démultipliée. Dans le cas de Bac Nord, est-ce que Cédric Jiménez, le réalisateur, l'acteur Gilles Lelouch et les autres avaient la responsabilité de montrer la police ou les cités d'une autre façon? Pas vraiment, parce que ils ont le droit d'avoir des tendances fachos si ça les tente. Oui. Mais nous, de l'autre côté, on a la responsabilité de réfléchir à ce qu'ils disent et de jauger ce qu'ils disent selon notre propre morale, nos propres valeurs. Les artistes,
ils ont ce privilège d'avoir accès à la parole publique, mais ils n'ont aucune responsabilité, sauf envers eux-mêmes. Mais si on y pense bien, nous, spectateurs, spectatrices, gens lambda, gens de la plèbe, ben on en a un de privilège, on a même un super pouvoir qui vient avec une immense responsabilité, c'est celui de leur fermer le clapet et de décider qui aura accès à notre espace public dont on peut dessiner les frontières absolument comme on veut. Alors les coucous, les fachos, les qui retardent le groupe, n'oubliez jamais ça si vous nous écoutez. Ceux qui vous regardent, ceux qui vous lisent, ceux qui vous écoutent sont toujours, toujours, toujours moins cons que ce que vous présumez. Ouais, merci Hélène. Merci. Vous avez doublement raison parce que moi, c'est ce qui m'anime beaucoup dans mon approche de ce projet-là, de ne pas prendre les gens pour des cons. Mais ils ne le sont pas. Non. Et je dois avouer que mon expérience de travail dans les médias plus traditionnels, je ne veux pas dire que les diffuseurs prennent les gens pour des cons, mais souvent, on a tendance à vouloir toujours les accompagner, leur expliquer, les prendre par la main, faire attention. Et quand on le fait pas, puis moi, c'est pendant les apartistes que j'ai découvert ça, quand on le fait pas, c'est beaucoup plus nourrissant et pour l'artiste et pour les gens qui écoutent. Il faut considérer les gens qui nous écoutent. C'est grâce à eux qu'on fait ce qu'on fait. Et ils sont très intelligents puisqu'ils font de très bons choix. Est-ce que c'est là une éloge de la complexité? Peut-être. Ben ouais. Je pense que oui, moi. Alors, Godefroy Rando, cette année, vous avez décidé d'approcher votre chronique d'une autre façon. Ben, on en a parlé cet été. Oui, voilà. Je suis venu vous voir et puis on s'est dit... on travaille encore cet automne, on ne peut pas lâcher un projet comme ça, Non. mais la réalité, c'est qu'avec ma vie, donc je voyais la rentrée s'en venir, je voyais l'automne, un enfant qui s'en va au secondaire, l'autre qui commence son secondaire, la balado qui prend du temps, le CPE, mon travail au CPE, un autre mandat que je débute, là, j'ai une vie professionnelle qui s'ouvre en parallèle, je vais faire je fais des mandats dans des milieux pour faire de l'accompagnement ressources humaines et compagnie. Donc ça, je voyais que ça me prendrait du temps. Et il y a aussi l'anxiété qui prend beaucoup de temps. Ben oui, énormément. Et toutes ces activités-là, Fred, surtout la dernière, donc bouffent beaucoup d'énergie. Et je me disais, comment je peux faire pour continuer la balado sans en fait, de façon durable. Un peu comme on parle de développement durable, mais on parlait de poursuite durable de ma carrière de chroniqueur dans votre projet, Fred. Et on en est venu un peu à la conclusion qu'il fallait... non pas laisser tomber les longues chroniques, qu'on appelle les chroniques à 1500 $. Hey! En termes de travail, pas en termes de vrai rendement. Non. Mais donc, oui, j'adorais faire des longues chroniques. Cela dit, ça pourrait arriver un jour si les gens sont Fred, généreux. Mais ça va arriver, Fred, des longues chroniques, mais il va falloir que j'ai un petit peu de temps. Oui. Je vise un peu plus de simplicité cette année. Oui. Et ce que ça veut dire, la simplicité, c'est, malgré que j'ai une fascination pour la complexité, justement, c'est drôle qu'on finisse la chronique d'Hélène là-dessus, je me fascine pour lever la couverte sur tout ce qu'il y a en dessous et qui est compliqué, qu'on n'arrivera pas toujours à comprendre à chaque fois. Mettons la physique quantique. Quand on commence à parler de physique quantique, on est rendu dans des éléments complètement troublants. Mais quand on retourne un étage plus haut, où c'est un peu moins complexe, mais on a l'impression d'un peu mieux comprendre, ne serait-ce qu'en sachant que ce qu'il y avait en dessous, c'est vachement compliqué. Et donc, je vais essayer moi-même de simplifier mes chroniques, et puis on verra bien ce que ça donne. Et on avait parlé du passé, n'est-ce pas, Fred? Hein? Oui! Et là, je vais me pencher pour ramasser quelque chose. J'ai une petite surprise pour vous! Ben voyons! C'est le passé qui arrive. Fred, on est en 93 à CISM, et voici... J'ai des coupures de journaux, Fred. Je vous ai fait une revue de presse comme à l'ancienne. C'est donc bien le fun. Absolument. Donc, c'est une des choses dont on avait parlé. Oui, parce que Fred, quand on s'est connus et je vous ai catapulté dans le projet radio qui s'appelait Les Amants d'Esther à CISM, vous faisiez des revues de presse qui étaient franchement bidonnantes. Oui, c'est ce que vous dites à chaque fois. Je doute toujours un peu. Alors, Fred, dans le Devoir du 7 octobre, donc aujourd'hui, la journée où on enregistre, Olivier Ducharme, auteur d'un livre que je ne connais pas qui s'appelle... un titre qui me semble vraiment ouvert d'esprit puis pas du tout polémiste. Ville contre automobile. Mais si vous écoutiez la balado... je l'écoute énormément, mais je peux... Il est venu. Il est venu, c'est vrai. Parler de ce livre-là. Mais écoute... L'an dernier. Whoopsie! Criquet. Croûte. Parce que ça veut dire que je ne l'ai pas écouté, pourtant j'ai tellement écouté l'épisode. Il est venu. Eh ben. Il va revenir pour un autre épisode éventuellement sur Pierre Perrault. Est-ce que c'était un polémiste? Non, c'est pas. Non, je pense pas. Sauf que, évidemment, son livre, il pose une hypothèse et même un parti pris pour l'élimination de la voiture plus tôt que tard.
Alors bref, ce gars-là, justement, c'est envoyé une lettre au Devoir aujourd'hui. Et puis, il nous rappelle que le souci, finalement, avec les voitures, ça ne se limite pas au pétrole qu'on brûle. Ouais. Et là, ça me rappelle un peu Yves-Marie Abraham. Puis oui, évidemment, il y a un sous-texte un peu décroissance dans ce que je vais dire là. Mais imaginez les routes du Québec du futur pleines de voitures électriques. Oui. Des voitures zéro émission. D'ailleurs, lui se scandalise du terme zéro émission. Ouais. Ça peut sembler un avenir rêvé, mais selon lui, c'est une vision vraiment trop courte et simple du problème. Encore une fois, c'est la simplicité qui est notre ennemi. Ouais. En donnant l'étiquette voiture zéro émission, on enlève un peu la culpabilité des épaules des automobilistes. Ouais. Et puis le nombre de voitures et de trajets solo pourrait continuer à augmenter sous prétexte que finalement, on n'augmente plus notre bilan carbone, on est correct, alors que lui, finalement, il nous rappelle que chaque voiture est un bien de consommation qui va finir à la casse. Les batteries au lithium, quoique on entend parler de recyclage des batteries, d'économie circulaire, c'est pas encore acquis. Alors, il faut garder ça en tête. C'est ce qu'il dit dans le fond. La voiture électrique, c'est pas une vraie solution. Une voiture électrique, c'est super, mais si c'est ta troisième voiture dans ton entrée de garage, on continue collectivement à avoir un problème. Deuxième article, qui date de Mais j'ouvre juste une petite parenthèse. En fait, ce que M. Ducharme avance est quand même démontré scientifiquement que quand une technologie ou de l'essence moins polluant, les gens vont avoir tendance à utiliser plus exactement. C'est ce qu'il appelle cette le paradoxe parce qu'elle soit coûte moins cher ou est moins polluante. C'est le paradoxe de Jevons, qui est un je crois que c'est un économiste anglais du 19e siècle qui a écrit sur l'industrialisation et qui a découvert que quand on construit des chaudières au charbon plus efficaces, donc on réussit à avoir plus de travail avec moins de charbon, mais le bilan d'une ville, finalement, en consommation de charbon augmente. Voilà. Parce que ça devient plus intéressant d'acheter des machines et c'est un piège. Donc, de s'imaginer que parce qu'on va avoir des voitures dites à zéro émission, que l'avenir... Que les GS vont baisser, ça va être l'inverse. Ça va être l'inverse. Peut-être pas les GS, ça sera peut-être autre chose. Parce que le problème, c'est mais ne serait-ce que pour plus de routes, plus d'entretien. C'est exactement son propos. Et là, tout à coup, Fred, je me mets à me rappeler de l'entrevue que vous avez faite. C'est juste que je... Pour pas mal paraître. Absolument. Oui, parce qu'en plus, Fred, écoute, je suis un consommateur du balado, de votre balado. Ben oui, j'espère. J'écoute. Et là, je me rends compte, Christy, je l'ai écouté, ce gars-là, je me rappelle plus. Et à chaque fois que je fais une chronique, je me dis, si jamais les gens oublient ce que je dis, Fred, à qu'est-ce que ça sert? Ça sert à quoi, Fred? Ça sert à s'en souvenir et à retourner l'écouter. Oui, ça se peut que ce soit il y a 2 ans, par contre, dans la saison 2. Peut-être pas l'an dernier. J'allais très mal. Ah oui, c'est vrai, vous avez une période difficile. Oui, mettons que c'est ça. OK. Non, je vais le réécouter, ça finit là, puis on en reparlera, mais bref, très intéressant. Un peu comme les voitures électriques, il y a un autre événement qui est sorti dans les journaux ce week-end, le week-end passé, donc première semaine d'octobre. On parlait de la séquestration du carbone. Oui. Et qu'il y a une compagnie albertaine, donc qui elle, est propriété d'enjeux norvégiens, détenus par, justement, c'est le terrain norvégien qu'on ne connaît pas, mais qui sont évidemment bien placés, Kester Energy. Donc, Kester Energy. André Boisclair a déjà été porte-parole pour Kester. C'est pas qu'il est venu à la balado, puis je l'ai pas. Non, il est venu à la soirée d'encore jeune. Ça, je m'en rappelle. Bon, mais cet épisode-là, vous étiez là, c'était quand on était le vendredi, et ça avait pas bien... ça s'était pas bien passé. Non, avec le Doc Mayou, si je me trompe pas. Il y a eu du montage. Okay. Donc, Fred, Kester Energy, c'est ce qu'on lit dans Le Devoir, souhaite démarrer un projet test pour installer au Québec des unités industrielles de capture et de séquestration du carbone pour ensuite enfouir le carbone sous terre dans des structures géologiques, donc en fait dans la roche, à 1000 mètres de profondeur, pour ainsi dire, pour toujours. Donc, on capte du carbone et puis en même temps, du carbone, c'est pas comme si c'était un polluant, c'est-à-dire ça va être des roches de carbone sous terre. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de danger de soudainement avoir une pollution en carbone qui explose. On a un problème mondial de carbone dans l'air. La concentration des GES a augmenté depuis les années 60 de plus de 30 %. On sait dans quelle direction on s'en va. Et là, on devise ensemble d'une avancée technologique qui pourrait capter le carbone et l'enfouir pour toujours. Alors, c'est quoi vos impressions sur un tel projet? Allez-y, Hélène. Non, mais j'allais dire, a priori, c'est plutôt une bonne idée. Oui, ou bien si on vous disait, on va reboiser, séquestrer du carbone. On a trop de carbone dans l'air, on va aller le chercher, puis on va le séquestrer, puis il va arrêter de s'en aller. Bon, moi, première question, qui avance cette idée?
une entreprise d'exploitation d'énergie fossile. Alors, qui possède, Fred, 22 permis d'exploitation qui sont sous moratoire en ce moment au Québec, mais d'exploitation gazière au Québec. Voilà. Et c'est exactement dans les mêmes zones où il prévoit faire un projet pilote. Fait que ça tombe bien. Ben, ça veut pas dire que c'est pas une bonne idée. Mais l'autre problème, Godefroy, puis j'espère que je vais pas vendre votre punch, c'est que cette technologie-là, elle est encore expérimentale. Ben, d'où le fait que c'est un projet pilote. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire, Fred, parce que c'est expérimental, qu'on abandonne le projet pilote? Je pense pas. Sauf que c'est drôle parce que dans 2 semaines, on va en parler de ça. Avec un livre dont le titre m'échappe parce qu'il est en haut sur ma table de cuisine. Vous aussi, vous oubliez des choses. Ben oui. Je vais le dire à la fin de l'épisode. Mais c'est que c'est une technologie controversée parce qu'elle ne... Pour l'instant, ça n'existe pas. Effectivement, Fred, mais c'est surtout une technologie controversée parce que c'est un peu comme la voiture électrique. C'est une solution qui pourrait servir de chèque en blanc, de permis de polluer. Voilà. C'est l'inverse de la direction dans laquelle on veut aller. Extraire plus d'énergie fossile puisqu'on pourra enfuir les résidus. Ah oui, imaginez ceux qui n'ont pas d'autre option dans la vie que d'extraire des énergies fossiles du sol pour devenir riches. Ouais. Ben, ils cherchent des solutions, Fred. Ben oui. C'est que c'est une caresse d'une main puis une gifle de l'autre. Ben, en tout cas, il faut rester vigilant, bien évidemment. Mais bonne nouvelle, Fred. Et Hélène, dans le devoir du 7 octobre, donc dans la même semaine. Donc toujours du papier, des vrais journaux soulignés comme dans le temps. Notre ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui, à part d'être vraiment drabe, je peux pas faire comme le ministre Julien puis vraiment rire de lui. Benoît Charette me sidère un peu. Je l'écoute quand il parle et il annonce qu'il ne ferme pas la porte à des projets pilotes de ce type-là, mais attention, puis là, il met son pied à terre puis il dit il n'est pas question d'utiliser éventuellement de telles technologies pour autre chose que des projets déjà existants. Donc, prendre une usine de béton, par exemple, ou une cimenterie, et y rattacher un dispositif de captation du carbone, mais qui ne pourra jamais servir, là, on va le tenir, on va s'en souvenir, il a dit ça, ne pourra jamais servir tant qu'il sera vivant, il n'a pas dit ça, mais pour un nouveau projet. À justifier un projet additionnel. Et rajouter à ça, justement, que notre bon ministre de la condescendance en chambre, Jonathan Julien, a dit cet été, tout est sur la table en ce moment, y compris le fait que le Québec tourne le dos carrément aux énergies fossiles, ce qui est vraiment pas de la boîte. Oui, non, c'est pas... Alors, des fois, dans ce temps, je me disais, écoute donc, mettez ces deux choses-là ensemble. Est-ce qu'il faut les croire? Fred, je refuse d'être uniquement de mauvaise foi. Non. Alors, je suis... Vous allez enfouir votre mauvaise foi. Absolument. À 1000 mètres dans le sol. Et on va l'oublier là. Et la vôtre pourra compenser. Oui, la mienne. Donc, Fred, vous allez pouvoir utiliser mes crédits mauvaise foi et être de mauvaise foi. Ce sera tout nouveau. Ça, c'est drôle. Oui. Alors, je poursuis mon frère parce que donc le Québec pourrait tourner le dos carrément aux énergies fossiles. C'est pas exclu. C'est des bonnes nouvelles. D'ailleurs, Quester Énergie est en cours contre le gouvernement du Québec parce qu'il trouve ça pas le fun que les gaz de schiste soit le développement de tout ce qui est filière gazière au Québec soit sur la glace pendant plusieurs années. Quoique eux, c'était pas dans mes notes, mais ils proposent en parallèle une nouvelle façon d'extraire le gaz de schiste sans produits chimiques et sans utiliser d'eau potable. Ben voyons. Oui. Comment font-ils cela? Aucune idée, mais j'ai le goût d'investir. J'aimerais ça pour pouvoir continuer à rouler en voiture. Ça me tenterait. Est-ce que je vous ai parlé, Fred, du tourisme spatial? Non. Non? Absolument pas. Ça me fait vraiment chier. Donc, il y a la séquestration du carbone qui pourrait être un piège. Oui. Un piège, un rêve. La voiture électrique, même chose. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait finalement? Il n'y a comme plus de façon de régler les problèmes, à part rester chez soi et ne rien faire. Est-ce que je vous ai parlé de mon toit vert de pauvre? Non. Non? En sachant que j'allais habiter au 2e étage dans mon bloc, suite à mon divorce, je me suis dit, je pourrais carrément planter des trucs sur le toit. Tout à fait. Juste voir des plantes pousser en me disant, Christy, une feuille de plus, c'est du carbone en moins dans l'air. Puis là, je me mets comme à réfléchir, parce que je suis biologiste aussi, puis je me dis, qu'est-ce qui arrive quand on a fini l'hiver? Okay, on coupe toutes ces feuilles-là, puis là, on fait quoi avec? On les met dans le compost, on les envoie au chemin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me jure que le compostage qui est fait à Montréal, par exemple, ne produit pas du méthane? Si cette décomposition-là se fait avec beaucoup, beaucoup de bananes effoirées, c'est possible que ça produise du méthane. Puis le méthane est un gaz à effet de serre plus puissant que tout le reste. Alors, je me dis, même mes petits plans là, de 2 de pique, de planter des plantes, peut-être servent à rien et peut être même nuisent à la planète. Oh là là! Où est-ce qu'on s'en va? Mais qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir enfouir votre triplex. Il va falloir enfouir peut-être la complexité et retourner à des idées simples. C'est ça. Donc, faire sauver des plantes, faire pousser des plantes pour sauver la planète, ça pourrait être séduisant comme idée.
une idée simple. Et savez-vous qui aime les idées simples? Le prochain extrait, Fred, que je vous ai amené, c'est une personne qu'on entend moins ces temps-ci, mais qui aimait beaucoup les idées simples. We're doing something I love doing, planting trees. I've always loved it. We're also honoring our country's heritage of conservation, including through the support of 1 trillion trees, and that's the 1 trillion tree initiative. 1 trillion trees. A powerful idea that says many more trees in the ground could help sequester enormous amounts of carbon dioxide to help us mitigate global heating. Eh oui, Fred, 1 trillion. Savez-vous ce que c'est, un 1 trillion? Là, ouais, moi, je me C'est suis... mélangeant, hein? Oui, parce que j'ai fait une chronique à la radio la semaine dernière et j'ai parlé de trilliard, qui était une mauvaise traduction de trillion. Je disais que c'était 10... milliards? Je disais 10 exposant 21, et là, il y a un auditeur qui m'a dit, ben non, ça se peut pas, c'est 10 exposant 12. Oui, exactement. Ce sont en français, ce sont des billions. Ah, voilà. Et c'est 10... Parce que les billions, en anglais, ce sont les milliards. Voilà. C'est beau. Et que c'est compliqué. C'est compliqué. Encore une fois, la simplicité. Il y a trop de français. Alors, 10 à la 12, Fred, ce serait la quantité d'arbres, et c'est pas Trump qui est sorti avec ce chiffre-là, c'est la quantité d'arbres qu'il y a en ce moment sur Terre. Donc, 3 billions d'arbres, donc 3 fois 10 exposant 12. Beaucoup d'arbres, mais c'est aussi ce qui a été déforesté, si vous voulez, depuis que les humains sont sur Terre. Ah oui. Et donc, l'idée de base, c'était si on remet... Attends, il y a autant d'arbres présentement... On en a coupé la moitié. OK. Ah, quand même. Hein, ça fait quand même beaucoup. Ouf. Et chaque année, on perd des milliards d'arbres partout sur la Terre. Et là, c'est une idée... À cause de la grille du chêne? À cause de toutes ces affaires-là mélangées, Fred. Oui. Les feux, mais la déforestation également. Oui. Et les idées simples sont séduisantes. Mais là, justement, moi, je suis là pour vous ramener au fait qu'il faut reconnaître la complexité quand elle est devant nous. Oui. Et avant d'affirmer que planter un arbre ou en planter 1 billion... ce serait une bonne idée pour, par exemple, justifier un voyage en avion. Je pense à ça, moi. Est-ce que je vais pouvoir reprendre l'avion, Fred? Ben, techniquement, oui, mais moralement... Oui. Ben oui, j'ai le droit. Oui. Mais est-ce que ça me tente? Oui. Ça reste à voir. Et après ça, est-ce que quelque part, je vais pouvoir être convaincu que je peux acheter un crédit carbone vendu par quelqu'un, une autorité vraiment reconnue, et ne pas simplement me déculpabiliser, ce qui peut être une calamité, parce que c'est sain, je pense, que des fois qu'on ait sur nos épaules le coût de ce qu'on fait pour Tout vrai. À fait, ben oui. Et donc, à ce point-ci, Fred, non, je ne prendrai pas l'avion parce que j'ai découvert des choses pour cette chronique-ci. Il y a très peu de monitoring qui est fait des projets, par exemple celui de 1 Trillion Tree, dont c'est une initiative mondiale à laquelle Trump était fier de participer, en plantant un fouet sur la Maison-Blanche qui a dû être tondu par un weed eater la semaine suivante. Sur les zones de reboisement mondiales, il y a très peu de suivi pour savoir est-ce que les arbres poussent finalement. Et sur la très petite proportion de plantations qui sont suivies, savez-vous c'est quoi le pourcentage des plantations qui poussent effectivement après quelques années? Je dirais 17%. On parle de 5%. 5%. Et ça, c'est uniquement ceux qui sont monitorés pour vrai. Et ça, on apprenait ça dans une émission que je ne connaissais pas qui s'appelle La méthode scientifique sur France Culture. Extraordinaire émission, fantastique, là, vraiment. Et donc... non, c'est pas une solution si c'est planté n'importe comment. Un autre exemple, déroutant, c'est déprimant en fait, une forêt qui a été plantée en Israël il y a une quarantaine d'années dans un désert. Et là, ces arbres-là poussent depuis 40 ans. Et éventuellement, il y a un chercheur qui se fait inviter pour dire « Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire le bilan carbone de ce projet-là pour savoir est-ce que ça valait la peine? » Est-ce que vous pouvez imaginer une façon que remplacer un désert par une forêt ne soit pas efficace Christy, pour capter du carbone. Il n'y avait pas d'arbres, puis là, il y en a. Oui, mais c'est le désert. Oui, mais le désert, imaginez-vous, ça capte aucun carbone. Eh bien, voici la réponse à cette question. C'est un bilan négatif pour le climat, cette forêt-là. Pourquoi? Parce que le désert a un albédo. Savez-vous ce que c'est, l'albédo? Non. L'albédo, c'est la mesure de la réflexion vers l'espace. Et donc, de n'importe quoi. Pas juste vers l'espace, mais par exemple, la calotte glaciaire a un albédo qui fait qu'il y a beaucoup d'énergie qui est reflétée. Et quand la calotte glaciaire va fondre, bien sûr, la Terre qui est en dessous, elle n'est pas blanche, va absorber de la chaleur et contribuer au réchauffement climatique. Le désert en question, on s'imagine ça comme une pierre brûlante. Mais en fait, il irradie vers l'espace et finalement contribue à... bien sûr, il se réchauffe, mais il est plus efficace à renvoyer de la chaleur dans l'espace que cette maudite forêt-là, même après 40 ans. C'est fou! Et ce que les chercheurs disent pour cet exemple-là, qui est un exemple de complexité parmi tant d'autres, c'est que peut-être dans 20 ans, les arbres seront suffisamment grands et leur masse va être suffisante pour que la température absorbée et la quantité de carbone captée compense le changement de réflectivité. Mais vous savez ce qu'ils disent, ces mêmes chercheurs? Ils disent que d'ici 20 ans,
à cause des changements climatiques, cette forêt va sans doute tout simplement cesser de croître et éventuellement mourir et se mettre à dégager du carbone. Alors, si en fait, on a aggravé le problème. Genre. Dans ce cas-ci, oui. Ça ne veut pas dire que toutes les plantations sont une mauvaise idée, mais ça veut dire que, et il y a des scientifiques qui s'intéressent à ça, il y a des endroits dans le monde où c'est efficace de planter un arbre et d'autres endroits où ça ne l'est pas. Est-ce que c'est pas... Ça vous bouge pas un coin? Tout à fait, parce que, en fait, ça fait juste démontrer comment l'équilibre de la nature est une mécanique extrêmement complexe. Puis qu'on peut pas juste couper des arbres quelque part pour les vendre en 2x4, puis se dire on va planter quelque part d'autre. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc, il faut surtout pas s'imaginer... Et là, vous voyez. Oui, tout à fait. Et s'imaginer que c'est simple. Demander son consentement. Simple. Oui, ça va être compliqué de l'obtenir, d'avoir un consentement éclairé de sa part. Mais ça vous donne une idée à quel point, finalement, il faut être prudent quand les gens nous rassurent, finalement. Et que c'est triste à dire, mais il faut porter une partie de la culpabilité puis de la responsabilité des gestes qu'on fait. Et là, je vais vous dire un scoop. Je pars en vacances de 3 jours. Je pars. Mais quand je pense à ce déplacement-là, j'exclus aller camper à Harford. C'est trop loin. J'ai pas d'auto. Je pourrais bien en louer une, mais je cherche une place. Et finalement, je vais aller camper en vélo. Ah! Avec ma petite remorque. Vous savez où je vais aller? Non. Griffintown. Ben, quelle bonne idée. Non, c'est beau. Non, c'est pas vrai. Je vais aller aux îles de Boucherville, Fred. Mais là, quelqu'un pourrait me dire « Ah, Godefroy, t'es fier de toi, t'es pas allé camper. » Mais si j'avais pris une Flex, mettons, de comme une auto, qui est hybride, qui consomme presque rien, peut-être que finalement, j'aurais consommé moins d'essence que là, je vais prendre un petit traversier, un pout-pout, qui est peut-être un moteur 2 temps. Il y a peut-être un scientifique quelque part qui va me dire « L'aller-retour que tu vas faire aux îles de Boucherville, c'est comme rajouter 900 voitures sur l'île de Montréal. Où va-t-on? » On fait qu'on retourne en confinement puis on attend que ça passe. Ben, on en revient à la fatigue, finalement, que vous avez ressenti, Hélène. Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de cette chronique, Fred, à part un appel au nihilisme? C'est ça. Alors, ma réponse, c'est si c'était ma dernière chronique, oui. OK? Mais c'est pas ma dernière chronique parce qu'on a décidé que j'allais être capable d'en faire plusieurs en les faisant un peu plus simples que c'était. Mais après une brève plongée dans la complexité des enjeux liés au carbone, je me dis que ça va prendre un bout avant que je puisse prendre l'avion en ayant confiance que les crédits carbone que j'aurai payés, qu'on m'aura vendus, aura vraiment, vraiment une valeur dans le bilan mondial. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de prendre l'avion, mais ça veut dire que je n'ai pas le droit de m'imaginer que parce que j'ai payé, je ne sais pas, 58 piastres de plus, qu'il y a des arbres qui sont plantés en Israël dans un désert. Wow! Hein? Non, mais c'est vraiment super pertinent, Godefroy, d'aborder ça parce qu'effectivement, on l'entend de plus en plus. Il y a des artistes qui disent ma tournée sera carboneutre. Je dis pas que. Bon, mais il faut vraiment faire un suivi. J'ai un ami, sinon, c'est du greenwashing. J'ai un ami qui fait des tournées, Stéphane Gładczewski, qui est un artiste, un danseur avec des projets hyper intéressants. Il me disait, il y a 2 ans, avant la pandémie, il me disait, faut que je revoie ma façon de faire mes tournées en Europe. Il dit, c'est possible que j'y aille pas, qu'on mandate quelqu'un là-bas. Est-ce que c'est vraiment essentiel que ce soit moi qui le fasse? Ou est-ce que ça vaut la peine de prendre l'avion aller-retour? C'est là qu'il est rendu, lui, dans son raisonnement. Et c'est correct que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Non, mais on va tous y arriver. Mais si on veut... Je ne peux pas vous offrir des réponses à toutes les questions que je pose. Non, ça, c'est clair et net. Mais aujourd'hui, c'est mon postulat avec lequel je vous laisse. C'est ceci. Donc, c'est certain qu'on va se coucher moins niaiseux ce soir si au moins on a compris que finalement, on ne sait pas grand-chose. De 1. Et de 2, ça vaut vraiment, vraiment la peine de continuer à s'informer demain. Et c'est pour ça que je réponds, est-ce que oui ou non on embrasse la complexité? Eh bien, en toute simplicité, je vais répondre, d'accord. Merci. Merci, God. J'ai trouvé le livre que je vous parlais tantôt et je vous redonne rendez-vous dans 2 semaines. Vous allez être là. Ah oui? Avec Arnaud Turia-Cloutier, qui a publié chez Éco-Société le livre Pour une écologie du 99%. Il détruit 20 mythes sur l'écologie. Et je pense que ça va vous intéresser. Ça va être dans 2 semaines. Donc, j'aurai une chronique à préparer. Donc, je mets on verra pour la chronique. Non, on verra pour la chronique. Peut-être que vous pourriez juste être là. Anxiété de performance à prévoir la semaine. Parfait. J'ai des bons trucs pour l'anxiété, oui? Godefroy. Ouais. Bon, alors je suis très heureux d'accueillir à la balado M. Claude Lévesque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la retraite ou vous êtes encore actif? Je suis journaliste, je dirais, semi-retraité parce que je suis encore actif. J'ai pris ma retraite à la
au début, premier jour de 2015. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai quand même écrit au moins une quinzaine d'articles pour mon ancien employeur, Le Devoir. Le Devoir, oui. Et puis, j'ai publié un livre, et puis c'est ça. D'accord. De toute façon, est-ce qu'on reste pas journaliste toute sa vie, même si on est à la retraite? C'est mon cas. Oui, hein, oui, c'est mon cas, et je l'ai entendu dire souvent. Ouais. Bon, voilà. Alors, vous avez publié British Blues, Fracture, grandeur et misère d'un royaume désuni. C'est sorti à peu près 2 mois? C'est ça. Bon, moi, évidemment, ce livre-là, quand j'ai vu le communiqué de presse, ça m'a tout de suite intéressé parce que je suis un grand amoureux de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. J'y suis allé. Moi, c'est musicalement mon premier contact, évidemment, quand j'étais plus jeune, avec les Beatles, entre autres. Les Kinks, le mouvement punk. Bon, votre livre ne parle pas directement de ça, évidemment, mais je veux savoir, vous, votre déclic par rapport à l'Angleterre. Vous y êtes allé plusieurs fois. Comment c'est né cet intérêt-là pour la Grande-Bretagne? Ben, ça a commencé probablement il y a très longtemps en écoutant les Beatles, les Rolling Stones et d'autres artistes, d'autres chanteurs, d'autres groupes, d'autres chanteuses britanniques dans ma tendre jeunesse. Et puis, j'ai toujours aimé le cinéma, la littérature. Pour des raisons que je ne saurais expliquer, je suis pas... Mon premier séjour au Royaume-Uni, c'était il y a 7 ans, en 2014, je crois. Oui. Et je m'attendais à aimer ça, et j'ai aimé ça encore plus au-delà de mes attentes. Ah ouais, hein? Bon. Et là, vous avez eu l'idée d'écrire éventuellement un livre qui, un peu, c'est le Brexit, évidemment, qui est le noyau central de votre livre, mais c'est pas seulement ça. Vous êtes promené beaucoup aussi en Grande-Bretagne. Oui. C'est ça. Un premier séjour de 3 semaines. Et ensuite, j'ai pris ma retraite. Ensuite, Ensuite, il y a eu la nouvelle du Brexit, et là, je me suis dit, écoute, il faut que je passe plusieurs mois là-bas. Oui. Ce que j'ai fait en 2017, j'ai passé l'automne 2017 et l'hiver 2018 à peu près au complet en Grande-Bretagne. C'est ça, okay. À cette fois-là, c'était Angleterre plus Pays de Galles. Ouais. Et en introduction, vous relatez cette anecdote vous croisez un touriste en Cornouailles qui, lui, est très heureux de vivre dans un pays qui s'est débarrassé de son empire, qui est devenu normal. Et là, vous rappelez ce proverbe diplomatique que moi, je trouve très beau du 19e siècle, l'isolement splendide de la Grande-Bretagne. Ça rappelle un peu ce qu'est le mouvement du Brexit pour certaines personnes. Ça évoque ça, mais sauf que dans le contexte, ce gars-là, un jeune homme dans la vingtaine ou la jeune trentaine, dont j'ai pas retenu le nom, je pense pas que lui, quand il disait qu'il était heureux de vivre dans un pays qui a perdu son empire et qui est redevenu normal, je pense pas qu'il voulait que son pays s'isole. Je pense pas qu'il avait voté pour le Brexit, mais je me suis posé la question. Autrement dit, normal pour un pays insulaire, c'est quoi? Et surtout que un an plus tard, bang, il arrive le Brexit sans s'annoncer. Tôt dans le livre, vous dites c'est un empire qui n'existait pas au début du 17e siècle et qui s'est liquidé quand même très rapidement. Et pour vous, il y a quelque chose d'admirable là-dedans. Oui, c'est que écoutez, il y a eu des épisodes épouvantables, sanglants, tout ça, mais à partir du moment, vers la deuxième moitié du 19e siècle, on sentait, si on lit des livres d'histoire ou si on réfléchit un peu, on sent que les Britanniques ont donné beaucoup d'autonomie à leur colonie. Déjà à cette époque-là, et il y avait des intellectuels qui disaient cet empire-là nous coûte plus cher qu'il nous rapporte, il faut s'en débarrasser. Alors ça a commencé avec, par exemple, le Canada. Le Canada a cessé d'être une colonie pure et simple, il est devenu un dominion. Il n'est pas tout à fait devenu indépendant en 1867 parce qu'il n'y avait pas de ministère des Affaires extérieures ni d'armée, mais enfin, il se dirigeait vers la souveraineté canadienne. Et alors, et
Ensuite, ça a continué. Il y a des petits territoires auxquels on a accordé l'indépendance. On a donné des statuts d'autonomie, c'est-à-dire de dominion à la plupart des colonies. En Inde, ça a été un peu long, mais on a fini par lever les pattes des Indes britanniques, dans des circonstances évidemment terribles à cause de la guerre entre les hindous et les musulmans. Mais les Britanniques n'ont pas trop résisté au désir d'indépendance des colonies, contrairement à la France qui a eu sa guerre d'Algérie, sa guerre d'Indochine, le Portugal qui a eu sa guerre au Mozambique et ailleurs. Ils ont quand même, à une époque, il y a assez longtemps, ils ont décidé de liquider ce fichu empire-là. Ouais. Chapitre 2, que vous intitulez « Une terre d'accueil », c'est un chapitre qui aborde l'aspect de l'immigration, parce qu'évidemment, dans tout ce mouvement-là de quitter l'Europe, il y a des partis qui ont joué beaucoup, beaucoup sur la crainte de l'immigration. Et vous rappelez que l'afflux d'immigrants depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 80 semble être une marée humaine, alors que si on regarde les chiffres, c'est que le Royaume-Uni a continué, en fait, d'exporter plus de gens qu'il en accueillait. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a étonné, parce qu'évidemment, on a l'impression qu'effectivement, l'Angleterre a reçu énormément de gens, mais dans le fond, le bilan est négatif sur le nombre de personnes qui ont quitté le Royaume-Uni. Toute l'Australie, qui est peuplée de quelques aborigènes qui ont survécu, mais des millions de Blancs, surtout originaires des îles britanniques, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud en grande partie. C'est des millions de personnes, ça. Et c'est probablement plus de millions que les millions d'anciens, de ressortissants des anciennes colonies qui sont allés à Londres ou à Manchester pour travailler. Et vous rappelez d'ailleurs que 47% des Londoniens ne sont pas britanniques de souche et 36% ne sont pas nés au Royaume-Uni. Oui, je me souviens d'avoir lu ça dans quelques sites de statistiques assez fiables, puis on le constate sur place, oui. Et comment se développe ce sentiment anti-immigration? Vous, dans le chapitre 2, vous parlez de 1958, première attaque contre les Noirs, et vous rappelez que le Black and White Minstrel Show a tenu en ondes à la BBC quand même jusqu'en 1978. C'est incroyable. Les Black Minstrel, il y en avait dans les salles de spectacle dans le sud des États-Unis, peut-être à cette époque-là, ou même dans les années 70, je pense qu'aux États-Unis, on avait commencé à se débarrasser de ces folies-là. Mais bon, sur les ondes de la BBC, la télévision d'État, on faisait ces émissions insultantes jusqu'aux années 70. C'est quand même incroyable. Le National Front est fondé en 1967, qui, lui, va donner naissance au mouvement skinhead, qu'on a connu, entre autres, sur le plan musical, parce qu'il y a eu des groupes qui sont issus de ça, mais le mouvement punk, entre autres, né en Angleterre, né à Londres, ça a été ses premiers ennemis, en fait, naturels. Et en 73, traité de Maastricht également. Et c'est là que le parti de l'UKIP, le Kingdom and Independence Party, va naître. Oui, c'est ça. En 73, donc, le parti est fondé. 2004, il va quand même récolter 16% des suffrages. Et Nigel Farage, qui va jouer un rôle dans le Brexit, est le chef du parti en 2004. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et c'est ça, le UKIP, dans une bonne partie du 21e siècle, a eu des résultats électoraux surprenants et pas au point de prendre le pouvoir. Ça n'a jamais été il n'a jamais été question de ça, mais il y a eu des résultats électoraux importants, surtout aux élections européennes. C'est étonnant parce que il briguait des sièges au Parlement européen tout en voulant que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, quitte l'Union européenne. Aussi à certaines élections municipales. Dans le chapitre 3, vous parlez... en fait, c'est un chapitre sur la culture populaire. En fait, il s'intitule « Une culture populaire dynamique ». Et moi, c'est là, dans ce chapitre-là, entre autres, que je me suis rappelé mon voyage en Angleterre. Moi, j'ai fait Londres, Liverpool, Manchester. Je me suis pas promené partout, mais j'ai compris, en fait, quand je suis allé à Londres,
ça a pris quelques minutes. Comment on est imprégné ici au Québec, peut-être particulièrement à Montréal, bien que je pense que ça... évidemment, les traces de la culture britannique ont imprégné le Québec depuis 1759. Évidemment, on ne dira pas qu'il n'y a rien arrivé en 1759. Là, je ne veux pas remettre en question le traumatisme de la conquête, mais reste que culturellement parlant... Puis moi, en fait, quand j'avais fait le voyage, j'étais allé à Paris quelques jours avant. C'était pas la première fois, mais j'avais fait Paris-Londres en dedans de 3 semaines. Et le décalage est incroyable. Quand on arrive à Londres, on a vraiment l'impression d'être dans un Montréal 10 fois plus grand. On se croirait, on est très à l'aise, on se sent chez nous quand on arrive là-bas. Et il y a plusieurs raisons à ça. On a baigné dans la musique populaire, qu'on ait mon âge, qu'on ait trippé sur les Beatles, les Rolling Stones, ou qu'on soit plus jeune et on adore certains interprètes. Moi, puis même à mon âge, j'adore Adele, Amy Winehouse, etc. Oui, la musique progressive qui a été très populaire au Québec, qui vient d'Angleterre. Et d'ailleurs, les premiers groupes anglais, les Genesis, Jethro Tull, King Crimson, ont été populaires au Québec avant même d'être populaires en Angleterre. C'est incroyable. Oui, et puis, il y a ça, puis il y a aussi, sur un plan plus institutionnel, on a notre droit, les procédures, les procédures judiciaires, on les tient de l'Angleterre, le code criminel. Le système électoral. Le système électoral, oui. Il y a beaucoup d'institutions, nous les tenons du Royaume-Uni. Ouais. Dans ce chapitre-là, vous dites que les années Thatcher ont été très difficiles pour l'Angleterre et un phénomène est apparu qui, moi, m'a rappelé aussi mon voyage. Ce sont les gitans de l'eau. Qu'on voit beaucoup dans certains endroits à Londres, évidemment, parce qu'il y a des bras de rivière qui traversent la ville. Vous avez rencontré, d'ailleurs, de ces gens-là? Oui, j'ai rencontré de ces gens-là. Ce sont généralement des gens pas très âgés, des gens de la classe moyenne, mais qui n'ont absolument pas les moyens de se loger dans une ville comme Londres. Ouais. Et il y en a au moins un bon 10 000, et le nombre est peut-être sous-estimé, qui vivent à plein temps sur des péniches. Des péniches étroites, plus étroites probablement que ce qui flotte sur la Seine. C'est des narrow boats, d'ailleurs, qu'on les appelle comme ça. Et ces gens-là n'ont pas facile, mais ils semblent assez heureux. Quand il ne fait pas trop mauvais, ils sortent de leur péniche et c'est la fête. Oui, puis on les voit parce que, évidemment, ils sont stationnés. En fait, ils ne sont pas toujours en mouvement. Ils sont obligés de changer de point d'amarrage à toutes les 2 semaines. Voilà. Sinon, ils sont obligés. Sinon, ils payent des grosses sommes pour avoir un point d'amarrage qui leur est propre. Et on sent quand même, il y a des clientèles différentes, évidemment. Parce qu'ils sont décorés. Il y en a qui sont vraiment décorés, qui ont l'air des petits lofts, sincèrement, des petits lofts flottants. D'autres, on sent que ce sont plus des bohèmes, peut-être extirpés des années 60, mais il y a quand même une grande variété. Mais c'est un phénomène qui est vraiment frappant. Puis j'avoue que en tant que touriste, il y avait quelque chose je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans, bien que ça reste des gens qui sont incapables de se loger à Londres. Il faut quand même le souligner. Là. Absolument. Vous l'avez dit, il y a un côté bohème, et il y a un certain bonheur dans la bohème, mais comme le disait Charles Aznavour, je pense la bohème, on mange pas toujours à sa fin quand on est dans la bohème, mais il y a des bons côtés, il y a une grande liberté, et la vie est difficile, mais il y a une liberté, puis il y a aussi le fait de vivre à Londres qui est le rêve de bien des Britanniques, mais un rêve inaccessible pour tellement d'entre eux. Voilà. Parlons du Brexit, parce qu'évidemment, il y a quelques chapitres qui y sont consacrés. Comment on peut diviser les appuis? Parce que, évidemment, de l'extérieur, on a l'impression que c'est assez tranché. Les gens qui sont pour le Remain sont des gens instruits, sont des gens des classes plus favorisées, alors que les gens qui sont pour le retrait, ce sont des gens peut-être de milieux plus ruraux, mais la réalité est un petit peu plus nuancée.
Ce que vous dites est vrai. Écoutez, il y a des lignes de fracture qui sont assez faciles à identifier. Les statistiques ne mentent pas. Je pense bien il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont voté de femmes qui ont voté contre le Brexit. Oui. Et beaucoup plus de gens instruits qui ont voté contre le Brexit. Oui. Les Londoniens et les gens des autres grandes villes sont contre le Brexit. Et voilà. Et oui, puis ça dépend aussi des régions. Pour des raisons différentes les unes des autres, l'Irlande du Nord a voté contre le Brexit. Oui. L'Écosse a voté contre le Brexit. Et le Pays de Galles, qui est pas une très, très grande région, là, oui. A voté pour le Brexit, mais pas très fortement. Et c'est en grande partie parce que au Pays de Galles, qui est comme enclavé dans l'Angleterre, il y a beaucoup de personnes âgées, de retraités anglais qui sont allés s'installer là. Alors, ça a influé sur le vote pro-Brexit dans le Pays de Galles. Ouais. Parlons d'Irlande un peu, parce que c'est une situation complexe. Il y a l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud. Comment vous avez perçu un peu la relation des deux Irlandes par rapport au Brexit? Oui, écoutez, la relation entre l'Irlande du Sud, comme je vous dis, je l'ai pas autant connue, mais quand même, à Belfast, on voit quand même des gens qui font le voyage très souvent dans une année de la République d'Irlande vers l'Irlande du Nord, parce que il y a pas de frontières. Ces deux pays, l'Irlande du Nord est partie intégrante du Royaume-Uni. Mais l'Irlande du Sud, c'est un pays indépendant depuis 1921. Mais la frontière n'a jamais été très étanche. C'était voulu. Et et à la suite de la véritable guerre civile qui a sévi à l'intérieur de l'Irlande du Nord, de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 90, il y a eu toutes sortes de tentatives pour mettre fin à cette guerre civile qu'on a appelée pudiquement The Troubles. Oui. Et l'accord, un des points majeurs de l'accord du Vendredi Saint, qui a mis fin assez efficacement à cette guerre civile, c'était d'éviter de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de frontières physiques. C'est ça, avec contrôle de passeport et puis contrôle des marchandises entre les deux parties de l'île. Il y a très peu de gens en Irlande du Nord qui ont voté pour le Brexit, pour des raisons différentes. Ceux qu'on appelle les catholiques ou les républicains, eux autres, c'est parce qu'ils souhaitent que la réunification se fasse pacifiquement, graduellement, mais qu'elle se fasse. Alors, c'est sûr que le Brexit, qui aurait pu amener une frontière physique entre les deux parties de l'Irlande contraient leur volonté puis leurs sentiments. Parlez-nous de l'Écosse, parce que c'est aussi une réalité complètement, je dirais, c'est une réalité écossaise qui est complètement différente de ce qui se passe en Europe, au Pays de Galles. Vous parlez de Robert McCansh, qui lui, je le cite, là, ce qui l'horripile, en fait, je vous cite, ce qui l'horripile, c'est le conservatisme qui semble s'installer en Angleterre. On croit souvent des Écossais qui insistent pour rappeler aux visiteurs qu'il n'est pas en sol anglais et qui s'opposent au laisser-faire économique et aux politiques d'immigration frileuses. Les habitants de l'Écosse sont plus riches que la moyenne des Britanniques. Ça m'a étonné aussi quand j'ai lu votre livre. Oui, ça dépend des sous-régions, mais oui, en partie à cause du pétrole, en partie à cause des institutions financières, des grandes compagnies d'assurance, en partie à cause du whisky. Ils sont un peu plus riches que les autres Britanniques. Et ils n'aiment pas le conservatisme. Ils sont moins conservateurs que ce qu'ils voient en fait s'installer en Angleterre. Oui, ce monsieur McCansh, c'est un musicien de la rue que j'avais rencontré au centre-ville de Glasgow et qui est assez typique de ce que j'ai cru constater puis de ce que j'ai lu, c'est-à-dire que les Écossais sont
sont plus à gauche sont certainement plus à gauche que les Anglais d'aujourd'hui qui ont voté plusieurs fois pour le Parti conservateur. Ouais. Et ils sont plus ouverts à l'immigration. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un cœur plus grand ou est-ce que c'est parce qu'ils ont moins d'immigrants? C'est peut-être un mélange des deux, mais ils ne sont pas allergiques à l'immigration. Et puis, oui, voilà. On parlait du pétrole. Vous écrivez que la découverte du pétrole écossais va avoir un impact énorme sur le réveil nationaliste écossais. Ben, ça en a eu aujourd'hui. Le pétrole n'a plus tout à fait la même valeur qu'il y a 10 ans. Là. Je ne sais pas combien de temps ça peut jouer. Ouais. Vous dites, et vous terminez ce chapitre-là avec cette réflexion-là, que le Brexit a donné une nouvelle impulsion. Oui, il y a le pétrole, mais il y a le Brexit aussi. Nouvelle impulsion au mouvement souverainiste en Écosse, mais en même temps, il pourrait rendre l'indépendance de cette dernière plus compliquée. Oui, ben voilà, les Écossais sont très heureux de faire partie de l'Union européenne, même s'ils sont des souverainistes, des nationalistes, ils sont très heureux de faire partie de l'Union européenne. Disons qu'ils sont plus modernes peut-être que les Anglais qui sont allergiques à cette chose bureaucratique qu'est l'Union européenne. Ouais. Et alors, eux autres, les Écossais tiennent à continuer de faire partie de l'Union européenne. Et pour ce faire, ben, il n'y a pas de choix. Il faut qu'ils se séparent du Royaume-Uni. Voilà. Et quand vous dites que ça pourrait être compliqué, ben, c'est parce que tout est compliqué dans les îles britanniques. Ça peut être compliqué parce que quand même, l'Écosse, même si elle fait beaucoup de commerce et a beaucoup de liens avec l'Union européenne, elle en a encore plus avec l'Angleterre qui est son voisin encore plus immédiat. Voilà. Comment dire, l'Écosse aimerait continuer à exporter ses produits et ses services sans aucune entrave vers le sud, c'est-à-dire vers l'Angleterre. Voilà. Dans le chapitre 14, qui s'appelle l'Empire perdu, vous ramenez à l'esprit comment l'esclavage va jouer un rôle fondamental dans la création de l'Empire britannique, qui n'est pas un fait unique en Europe, cela dit, mais les Anglais sont peut-être ceux qui vont vendre le plus d'esclaves et qui vont faire les plus gros profits, contrairement à d'autres pays comme la France, le Portugal ou l'Espagne. Oui, ben, je dirais que je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur. Ouais. Mais les Britanniques ont établi tellement de plantations dans les Antilles et aux États-Unis, avant l'indépendance des États-Unis, que c'est sûr que la demande pour les esclaves était immense dans l'Empire britannique. Ouais. Et d'ailleurs, la famille Cameron, et ça c'est Thomas Piketty qui le dit dans son livre, la famille Cameron vit encore du produit de la vente d'esclaves de l'ancêtre de David Cameron. C'est encore ça. C'est fou quand même. Ils sont encore rentiers de cette époque-là, qui a fait fortune avec l'esclavage. Vous dites aussi que l'Empire, et ça m'a vraiment étonné, et je veux vous entendre là-dessus, l'Empire sur lequel éventuellement le soleil n'allait se coucher, s'est constitué sans véritable stratégie ni vision à long terme, mais plutôt en fonction du courage et de la férocité des aventuriers et des capitaines au long cours. Cette habitude d'agir au petit bonheur la chance, sans véritable planification, vaut aussi pour la gestion du territoire métropolitain et forcément de la façon que le Brexit est géré aussi. Mais ça, on a l'impression que l'Empire britannique, c'est une stratégie, évidemment, pas de génération en génération, mais on a l'impression que ça a été beaucoup plus planifié, mais selon vous, plus ou moins, en fait. Oui, ben, c'est comme une enfilade de conquêtes qui nécessitent d'autres conquêtes pour consolider les premières conquêtes, si on veut. C'est pas, par exemple, comment dire, les territoires en Afrique, c'était en partie pour sécuriser la route des Indes.
je pense que les Britanniques ne sont pas des gens qui planifient tellement à long terme. C'est des gens peut-être un peu intuitifs. Ouais. On le voit en écoutant leurs politiciens aujourd'hui. Je pense que ça a toujours été comme ça. Ouais. On fonce, on a des succès. On essaie de consolider les succès, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, mais là, on règle les problèmes. C'est pas des gens, j'ai l'impression, comme État ou comme empire, c'était pas des champions de la planification à long terme. Ça me fait rire. Vous vous rappelez dans ce chapitre-là aussi Liverpool. Comment Liverpool a été la plaque tournante de l'Empire britannique, en fait, de la consolidation de l'Empire britannique? Oui, c'était à l'époque, une époque assez lointaine. Oui. C'était à l'époque du sucre en partie. Comment dire, les plantations de sucre, de mélasse, jouaient un rôle immense dans les conquêtes des pays européens, particulièrement de l'Angleterre. Ouais. 1997, rétrocession de Hong Kong, et vous écrivez dans votre livre, ça va laisser des traces dans la psyché collective. C'était un des derniers territoires d'importance que la... Est-ce qu'on pourrait dire que cette rétrocession-là, c'est comme, dans le fond, un peu la fin symbolique de l'Empire britannique pour bien des Britanniques, peut-être? Ben oui, effectivement, voilà, c'était le dernier territoire important, quand même, il y a une population considérable, et il ne reste aujourd'hui que dans l'Empire britannique des confettis, comme on dit, comme des miettes, les Bermudes, l'île de Sainte-Hélène où Napoléon a été exilé, et quelques autres, là, quand même, des paradis fiscaux aussi. Parlons de la négociation de la sortie de l'Europe. On n'a pas beaucoup parlé de Boris Johnson. Vous en parlez un petit peu dans le chapitre 11, qui est un personnage complexe. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui pour les gens qui ne le connaissent pas bien? On trouve qu'on le voit de loin. On a l'impression que c'est une espèce de Trump britannique. Encore une fois, il y a des nuances à apporter. Entre autres, il a fréquenté les meilleures écoles. Oui, j'aime plus ou moins le parallèle avec Trump, parce que il y a des ressemblances, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. D'abord, il a fréquenté les meilleures écoles, peut-être qu'il était un cancre, mais il les a quand même fréquentées. Et puis, comment dire, c'est... OK, il est aussi brouillon que Trump, sans doute, mais c'est pas quelqu'un... C'est pas le même calibre. C'est pas le même calibre dans certains domaines, oui. C'est pas quelqu'un d'aussi violent, d'aussi méchant que Trump. C'est un homme politique peut-être assez brouillon, très ambitieux, mais il n'y a pas la même violence verbale qu'un Donald Trump. Moi, il me faisait penser un peu, parce que vous dites qu'il a écrit une biographie sur Winston Churchill, qui me faisait peut-être penser un peu à Conrad Black. Peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression, en tout cas, je voyais des parallèles. Oui, vous avez sans doute raison. Boris Johnson, je ne sais pas s'il l'a écrit lui-même, j'ai pas de raison d'en douter, parce que c'est un homme intelligent. Et c'est un livre extrêmement bien écrit, un peu partial, mais pas quand même pas à l'extrême. C'est ce qui me faisait penser à Conrad Black, la partialité, je pense. Oui, si vous voulez, oui. C'est un livre très intéressant. Et on peut deviner, en fait, un autre parallèle, quelqu'un de farouchement individualiste, en fait, où les libertés individuelles sont peut-être plus importantes, ou en fait, sa vision politique est peut-être plus sur les libertés individuelles que sur une vision collective de la société. Oui, ça c'est vrai de tous les conservateurs, les Tories, comme on dit au Royaume-Uni. Johnson est un Tory convaincu. Bon, je veux qu'on termine avec ça parce que, en fait, je veux qu'on parle des négociations de la sortie de l'Europe. Vous le dites dans votre livre, la classe politique est désorganisée. On peut même dire que c'est presque du grand n'importe quoi. Et comment ça... Sans rentrer dans tous les détails, là, mais
qu'est-ce qui vous fait dire que ça a été une grande désorganisation de la classe politique? Ben, d'abord, le Brexit a été... le référendum sur le Brexit a été mis en place par un gouvernement, par David Cameron, qui dirigeait un gouvernement conservateur lequel gouvernement était opposé au Brexit. Ouais. Il voulait vider la question, puis c'est les partisans du Brexit, dont plusieurs logeaient dans son parti conservateur, qui l'ont emporté. Alors, ça, c'est... Ils ont été surpris, en fait. Absolument. Et, ouais. Et aujourd'hui, on le voit dans l'actualité, cette désorganisation-là, elle a des effets concrets, entre autres avec cette pénurie. J'imagine que vous suivez encore beaucoup l'actualité là-bas. Oui. Parlez-nous un peu de ce qui se passe présentement. Avec la pénurie de chauffeurs, là, ça s'est résorbé un petit peu, mais il y a beaucoup de gens qui mettent en cause la crise actuelle d'approvisionnement en essence. Ça serait une des conséquences du Brexit. C'est probablement une des conséquences du Brexit, peut-être à égalité avec le COVID. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de... il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. De toute évidence, il y a une terrible pénurie de main-d'œuvre, ce qui veut dire que qui fait que l'essence n'est pas acheminée vers les stations-service. Les pétroliers sont probablement pas déchargés au bon rythme. Ouais. C'est en partie à cause du Brexit, parce qu'il y a de la main-d'œuvre qui a été obligée de volontairement ou non, qui a été obligé de quitter la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Ouais. Et oui, ça fait... ça fait des problèmes d'approvisionnement, c'est sûr. Est-ce que vous avez des projets de retourner bientôt? Le plus tôt possible. Ouais. J'en ai pas... j'ai pas de date exacte, mais j'adore ce pays-là, puis j'adore ce qui se passe sur le plan politique, mais aussi sur le plan culturel et social. Ouais. Ben merci, Claude Lévesque. Vraiment, j'espère qu'on a donné le goût aux gens de lire votre livre British Blues, Fracture, grandeur et misère d'un royaume désuni. C'est publié chez Somme Toute. Évidemment, on a survolé un peu le livre, mais c'est pour les gens qui s'intéressent à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre, ou qui connaissent peu ces pays, en fait, je pense que votre livre est une excellente porte d'entrée pour s'y intéresser. Merci beaucoup, M. Lévesque. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, déjà la fin de ce deuxième épisode de la balado. Merci à nos chroniqueurs, Godefroy Lorando, Hélène Faradji. Merci à Claude Lévesque, notre invité cette semaine. C'était drôle parce que j'avais l'impression de le prendre au dépourvu des fois avec mes questions, comme si c'était pas lui qui avait écrit son livre. Je pense que ça faisait quelques temps que le livre avait été écrit. Je ressortais des phrases. En tout cas, c'était très amusant. Merci à Larry Dufresne qui me donne un fier coup de main, grand coup de main. En fait, je dirais plus que ça. Il est essentiel à ce projet. C'est lui qui co-réalise les épisodes avec moi, qui les monte, qui me donne ses commentaires, qui me donne ses conseils, ses suggestions. Alors, merci Larry. Merci à Andréane Obansawin aux médias sociaux, évidemment. Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre à différents niveaux, parce que là, il va y avoir de la pub qui s'en vient, parce que je veux élargir le bassin d'auditeurs et d'auditrices. Alors, François Lovici, entre autres, qui va venir chroniquer également, vous l'avez entendu cet été, qui va venir chroniquer sur la musique. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura une nouvelle chronique art visuel, angle mort qu'on n'a jamais abordé à la balado. Puis je trouve que ça fait tellement avec le projet d'avoir quelqu'un qui vient nous parler d'art visuel. Alors, on fait des tests, on essaie des choses. Moi, je suis pas capable d'en parler d'art visuel. Il me manque le cadre analytique, tout ça. Mais j'ai envie je suis content, en fait, qu'on fasse de l'espace pour les arts visuels. Donc, nouvelle chronique. La semaine prochaine, on va également recevoir Sarah-Louise Pelletier-Morin qui a dirigé les textes qui constituent Mythologie québécoise. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Il va y avoir Camille Gascon également qui signe un des textes très percutants sur l'univers médiatique de Véronique Cloutier. Je vais essayer d'avoir quelqu'un d'autre aussi. Bien évidemment, il y a une trentaine d'auteurs. Je ne peux pas toutes les avoir. Mais on va parler de Mythologie québécoise qui est sorti il y a quelques semaines. Campagne de financement, évidemment, si vous n'avez pas fait votre don, votre participation financière et vous l'aviez fait l'an dernier. En fait, moi, c'est beaucoup ces gens-là pour l'instant que
que je sollicite les gens qui croient à ce projet-là, qui l'ont appuyé l'an dernier et qui veulent le refaire cette année. Vous le faites déjà, puisqu'on est à 41% à peu près. De la campagne, 80 000 $. Donc, je veux conserver une liberté de publicité. Je veux pas de publicité dans ce projet-là. Alors, c'est pour ça qu'on est en campagne de financement, entre autres. Les subventions, j'ai pas envie non plus. C'est drôle. J'ai envie vraiment de m'appuyer sur la communauté des auditeurs, des auditrices. Tout le monde est payé dans ce projet-là. Ça, c'est bien important aussi. Je l'ai déjà dit. Je le répète parce que c'est important, mais à des tarifs aussi qui ne sont pas symboliques, à des tarifs qui se comparent à ce qui s'offre entre autres à la radio de Radio-Canada, pour certaines chroniques. Donc, voilà. Pour pousser le projet, retourner en région, investir dans la formation aussi de certains employés, entre autres les recherchistes. Je dis les employés, c'est même pas les employés encore, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça que la balado puisse se payer des recherchistes avec un salaire décent. Alors, voilà. Et me payer aussi. Tabarouette, je mets tellement d'heures là-dedans. Alors, voilà, campagne de financement, 80 000 $, il n'y a pas de limite. Là, je sais que les dons vont s'échelonner comme l'an dernier jusqu'après Noël, parce qu'il y a des gens qui vont découvrir le projet, mais pour nous donner un coup de fouet, pour nous motiver, j'aimerais ça, entre autres, que les gens qui ont supporté ce projet-là au cours des 3 premières saisons, le fassent rapidement pour qu'on soit pas trop stressé. Alors voilà, merci de toute façon d'être à l'écoute avant tout, parce que ce projet-là, il est disponible à tout le monde. Là, puis ça, c'est important aussi. Alors, merci d'être à l'écoute parce que vous êtes nombreux. On va dépasser le 1 million de téléchargements cette saison-ci, à moins d'une catastrophe. Et c'est... En tout cas, moi, ça me fait capoter d'y penser. Là. À chaque matin, je me lève puis je me dis, hey, on va dépasser le 1 million pour un projet quand même, somme toute, plutôt niché. Alors, voilà, merci de supporter le projet. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!